Mythes et complots avec Christian Page. Bon, Christian Page, pas de bonjour, pas rien, pas de... Allons en business. Attends, OK. Excuse-moi. Enfin, je vois tes deux pages de sujet. On a du stock aujourd'hui. Puis on se voit pas avant le mois d'août. Ben non. Donc, on va essayer de faire ça. On va essayer de bien faire ça. Faisons-le bien. Prenons notre temps. Mais ma grande question était d'abord, je voulais absolument aborder la question, est-ce que les bas bruns dans les sandales, mythe ou complot? Mais je reviens en août, j'en reparlerai. Claudie m'a dit c'est un complot. C'est un complot. C'est un complot parce qu'il fait froid dans les VR. Là, ça prend tes gougounes sur les marches puis tes bottes à l'intérieur. Ah ben. C'est que c'est... Merci. OK. Alors, toi, tu proposes une balade insolite. Oui, tu vois, à toutes les fois où on arrive l'été, des gens me questionnent, est-ce qu'il y a des endroits près de Montréal, à quelques heures de route de Montréal, qui serait possible de voir, où il y a eu des événements étranges et mystérieux. Et chaque année, je me dis, je devrais écrire un guide là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des centaines de lieux, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont confié toutes sortes d'anecdotes, ça. Pourquoi tu le fais pas? Ben, peut-être. S'il y a un éditeur qui nous écoute... Commence par l'écrire. Commence par l'écrire. On va le publier après. Mais bon, c'est ça. Donc, alors, cette année, je reviens avec ça. Et j'ai choisi, en fait, deux itinéraires. L'un via l'autoroute 10 et un autre via l'autoroute 40 et la 417. Quand on arrive aux États-Unis, en Ontario. Par le char. Voilà, on part le char. Donc, on part par l'autoroute 10, direction les cantons de l'Est. Alors, d'abord, le premier grand défi, c'est de sortir de Montréal avec les bouchons de circulation. On a toujours l'impression qu'on est dans une sorte de triangle des Bermudes. Mythe ou complot? Et une fois qu'on est sorti de Montréal, alors là, sur l'autoroute 10, à la sortie 37, on voit le village de Saint-Angèle-de-Monoir ou Marieville. En fait, à l'époque... C'est à côté, ça? Oui, c'est tout près, là. On entre, hein, c'est à l'entrée de la Montérégie. Cet endroit-là, pour qu'on se le dise, en 1989, le 20 novembre 1989, l'endroit, la petite localité de Sainte-Marie-de-Monoir, a été le théâtre de l'une des plus importantes observations d'OVNI rapportées au Québec. Et ça se passait derrière le 161 chemin de Chambly, donc si des gens veulent faire un pèlerinage ovniaque. Donc il y avait derrière il y a un petit garage et derrière le garage, il y avait un terrain qui était laissé en friche et le 20 novembre 89, donc des gens observaient des lumières dans le ciel qui avaient toutes sortes d'aspects, mais un des témoins disait ça ressemblait un peu à un wagon de train observé la nuit là. Donc on voyait comme des fenêtres éclairées et on a vu ces lumières-là s'élever au-dessus d'un champ. Et 48 heures après l'événement, on a trouvé sur ce champ-là, donc je le répète, derrière le 161 chemin Chambly, un cercle de 20 mètres de diamètre où l'herbe avait reverdi comme en été. Alors je rappelle qu'on était le 20 novembre 89, l'herbe était jaunie, il y avait même un petit peu de neige au sol, et puis là on avait ce cercle où l'herbe avait reverdi comme en été. Les gens ont cru au départ que le sol avait pu être contaminé, irradié. Ils ont contacté la gendarmerie royale qui s'est rendue sur place, a pris les témoignages des gens. Moi j'y suis allé. J'ai fait quelques prélèvements également. Ces prélèvements-là ont été éventuellement envoyés à l'Université Laval, au département des sols, où il y a eu des analyses. Et si l'on accepte que ce sol, parce que les gens, il faut se rappeler que ce terrain est un peu comme une sorte d'enclave. Donc les gens qui habitent autour de cette enclave sont catégoriques, cette trace-là n'était pas là avant la manifestation OVNI. Elle est apparue quelques heures après la manifestation. Les autorités, la GRC, s'est rendue sur place 48 heures après l'événement OVNI. Donc, si l'on accepte que le sol a été reverdi, redynamisé en 48 heures, les analyses à l'Université Laval démontrent que le taux de chlorophylle avait augmenté de 10 fois et le taux d'azote de 4 à 5 fois. Il n'existe aucun phénomène naturel ou artificiel connu qui permettrait de redynamiser un sol aussi rapidement. Si c'était un canular, la personne qui connaît la formule de ça pourrait faire pousser des tomates dans le désert. Ou faire pousser des cheveux sur ma tête. Oh, j'aimerais ça. J'aimerais ça que l'OVNI se pose sur ma tête. C'est une solution que j'aimerais bien aussi. Alors, on reprend notre autoroute 10 et puis on se dirige vers les cantons de l'Est. Sortie 90, si on s'enfile vers le nord, pour à peu près 38 km, on va tomber dans le village de Actonville. Actonville a été le théâtre en 1969 d'un événement poltergeist tout à fait extraordinaire. Alors, je rapporte les faits. Ça se passe en janvier 1969. On est à une petite résidence qui se trouve au coin des rues McClure et du boulevard Saint-André. La maison existe encore aujourd'hui. Elle a bien changé depuis l'époque, mais on reconnaît les grandes lignes de la structure de la maison. Donc, à ce moment-là, on est en janvier 69. La maison est occupée par un couple assez religieux, impliqué dans les activités religieuses.
religieuses de la place, le couple Saint-Onge, qui, eux, gardent une petite fille, Guylaine. Et puis donc, un soir, à 7h, à 19h, très précisément, les portes d'armoire se mettent à claquer, les lits sautillent dans les chambres, les tiroirs des commodes s'ouvrent, le linge est répandu sur le sol. Les Saint-Onge, comme je l'ai mentionné, comme ils sont impliqués dans les activités religieuses de la place, leur première réaction, c'est d'appeler le presbytère. À ce moment-là, il y a un jeune vicaire, le père Bérard, qui se rend sur place et qui est donc témoin de ces manifestations. Donc, les meubles qui sautillent, des objets qui se décrochent des murs, etc. Il commence une fois qu'il a constaté les faits, il réunit la famille au salon, on fait une prière et, curieusement, sur le coup de 23 heures, les manifestations s'arrêtent d'un seul coup. Lendemain, tu le devines, à 19h, nouvel appel au presbytère, les Saint-Onge sont en panique, le diable est dans cabane, disent-ils. Effectivement, les manifestations ont repris de plus belle. Le père Bérard, accompagné cette fois-là d'un autre vicaire, le père Léveillé, se rend sur place et constate à nouveau les manifestations en question. Et encore une fois, sur le coup de 23h, les manifestations s'arrêtent. Troisième soirée. Là, cette fois-là, au presbytère, il y a un nouveau prêtre qui est arrivé, un jeune marguillier, le père Normand Bernier, qui lui a une formation scientifique. Alors, lorsque à 19h, comme les 2 soirs précédents, la famille Saint-Onge appelle pour dire que les manifestations ont repris de plus belle, le père Bernier, lui, avec sa formation scientifique, ne croit pas beaucoup au diable, ne croit pas non plus aux revenants. Alors, il se dit, je vais certainement trouver une explication. Il se rend sur place et comme ses compagnons, pour les soirs précédents, il est lui aussi témoin de ces manifestations, donc les tables qui bougent, les meubles qui sautillent, les commodes qui se vident, et encore une fois, sur le coup de 23 heures, les manifestations s'arrêtent. 3 soirs consécutifs, les manifestations ne se reproduiront plus jamais. Au milieu des années 2000, le père Bérard est mort au début des années 80, au milieu des années 2000, j'ai pu retrouver, moi, le père Bernier et le père Léveillé. Le père Léveillé qui est dans une maison de retraite à Saint-Hyacinthe et le père Bernier qui était, au milieu des années 2000, était encore très actif dans la région de Granby, le sport amateur, tout ça. Et malgré les années écoulées, ces gens-là ont gardé un souvenir intarissable de ce qui s'est produit. Le père Bernier me disait, écoute, il disait, on voyait là, les draps, là, on était tous réunis dans l'entrée de la porte et on voyait les draps sur les lits se rouler, se dérouler comme le store d'une fenêtre. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de des photos ont été prises, mais il n'y avait pas de film à l'époque. Non, on n'est pas arrivé avec une caméra. Y a-t-il un puits de gaz de schiste à côté de la maison? Ça se serait reproduit les soirées précédentes ou les soirs suivants, mais ça s'est produit que 3 soirs. Et il me racontait, à un moment donné, on était tous réunis au salon à faire une prière, et puis on a entendu à un moment donné un bruit comme un claquement, des sortes de claquements, comme une danse à claquettes. Et lorsqu'on est arrivé dans la cuisine, il y avait les chaises autour de la table qui sautillaient comme si elles étaient prises de la danse de Saint-Guy. Donc tout ça, ça se passe en janvier 1969 à Actonville, comme je l'ai mentionné, une petite maison au coin des rues McBloor et du boulevard Saint-André. La maison existe toujours. Ça, c'est Autoroute 10, sortie 90. Sortie 90. Mais cette fois-là, on se dirige vers le sud. Après la pause. Bon. De quoi qu'on parlait? C'est toujours dans cette balade insolite. Oui. Christian Page, t'es sur l'autoroute 10, sortie 90. D'accord. On prend la direction sud et très rapidement, à quelques kilomètres, on s'engage sur le chemin Bonneville, qui longe le lac Brown. Et au 667 chemin Bonneville se trouve l'auberge du Jolivant. Dans le coin des Canards, ça? Oui, c'est absolument dans le coin des Canards. Mais là, et des bien nantis. Et des bien nantis, ils ont tous les pieds palmés. Donc, on retrouve au 667 chemin Bonneville, l'auberge du Jolivant. C'est une grande maison de ferme qui a été construite au tournant du siècle, au début des années 1900. Et l'endroit avait la réputation d'être hanté. À partir de quel moment l'histoire de la hantise apparaît, difficile à dire. On sait par exemple que dans les années 60, cette grande maison de ferme avait été convertie en une sorte de bar plus ou moins marginal où se réunissaient des motards et où il y avait toutes sortes de trafics illicites. Mais quoi qu'il en soit, au début des années 80, au milieu des années 80, l'objet est acquis par un couple, Sidney Stevenson et Michel Gabreau. Et très rapidement, ils découvrent d'abord la rumeur qui veut que l'endroit soit hanté et ils ne tardent pas eux-mêmes à faire connaissance avec la mystérieuse présence des lieux, donc bruit de pas dans les escaliers, porte d'armoire qui s'ouvre, se ferme. Et puis finalement, en 1989, exaspérés par ces manifestations, ils vont faire appel à un médium, et le médium en question va apparemment, donc évidemment on met un bémol là-dessus, donc le médium va raconter que le fantôme qui hante l'auberge du Jolivant est celui de Charlotte. Parce que avant la construction de cette maison de ville, au début des années 1900, l'endroit était une ferme, un terrain agricole où il y avait une maison plus modeste qui était occupée par une femme, Charlotte, qui avait plusieurs enfants. Et un jour, l'un de ses enfants, pris d'une crise de démence, l'a assassiné à coups de hache.
Tant et si bien que, morte subitement, Charlotte a continué de errer sur les terres qui jadis étaient les siennes. Et donc, en 1989, ce médium va contacter l'esprit de Charlotte et l'inviter à regagner la lumière. Et depuis, nous dit-on, les lieux sont assainis. Moi, j'ai parlé il y a quelque temps à la nouvelle propriétaire des lieux, Patricia Provencher, et qui, elle, m'a confié que lorsqu'elle a acquis les lieux, elle connaissait ces histoires de fantômes qui circulaient sur l'auberge, mais de son côté, elle n'a pas vu les fantômes. Alors, bon, au moins, si vous n'avez pas... Elle n'a pas de fils d'aimant, non plus? Non, elle n'a pas de fils d'aimant. Donc, Ça si vous tombe passez bien. par l'auberge du Jolivant, à défaut d'y voir le fantôme, il y a quand même une excellente table. Oui, et des petits canards. On reprend la 10. Oui. Hein? Sortie 118, on se trouve à Memphremagog, sur les bords du lac Memphremagog. Chic. Et bien sûr, est-ce qu'il a encore besoin de présentation? C'est la résidence de Memphré, la mystérieuse créature lacustre du lac. Il y a, hein, tu sais, quand on arrive à Magog, d'ailleurs, le monstre fait partie de la couleur locale, hein, le transport Memphré, le dépanneur Memphré, donc on voit des petits monstres un peu partout. Memphré, ça veut dire monstre? Memphré, c'est le nom. D'ailleurs, c'est le seul monstre au monde à avoir été baptisé d'un nom francophone. Memphré, c'est le nom donné à la créature du lac par un homme d'affaires local, Jacques Boisvert, qui s'est beaucoup intéressé à la créature là, au début des années 80. Il est décédé il y a quelques années maintenant. Et c'est lui qui a fait, d'ailleurs, enregistrer le nom de la créature du lac sous le nom de Memphré. C'est à ce même Jacques Boisvert, d'ailleurs, qu'on voit la créature découverte... est contente de s'appeler Memphré. Ben, c'est de sûr. tous les prénoms que tu peux avoir, tu sais. Christian, Benoît, Robert, je sais pas. Memphré. Memphré. Tu l'air de Memphré, moi. Regarde-moi en queue, là. Tu l'air, ça a-tu une... Okay, oui. Mais tu sais que Memphré, ce qui est assez amusant dans le cas de Memphré, Boisvert, en faisant des recherches, parce qu'il a colligé des centaines de témoignages d'apparition de la créature lacustre, il a découvert d'ailleurs des vieux écrits datant du début du 19e siècle qui parlent de la créature lacustre. Hein, un vieux document qui dit notamment que les Indiens de Memphremagog ne se baignent jamais dans le lac à cause de l'anaconda géant qui s'y trouve et que la créature se montre gratis aux touristes. Et ça, on trouve ça dans un document écrit du début du 19e siècle. Donc, on voit que Memphré ou la légende du monstre du lac Memphremagog n'est pas quelque chose de récent. Hein. C'est de fait quand même des générations qu'on parle de ça. Ça pourrait juste être une grosse anguille. Ah, ça pourrait être une grosse anguille, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, une chose est certaine, si la créature était déjà dans le lac il y a 200 ans, on s'imagine, à moins qu'elle ait une très très longue longévité, il doit y avoir toute une colonie de monstres dans le lac Memphremagog. Mais comment une créature peut débarquer de même sans... C'est quoi? C'est la création spontanée? Larry, fais-nous partir le thème. Là. J'ai pas de réponse à ça. Non, mais pourquoi il y en a juste une, tu sais? Ben, c'est ça, il doit avoir une famille parce que la créature doit obligatoirement se reproduire. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une colonie d'animaux mystérieux, inconnus de la science, de la zoologie, qui vit dans les eaux du lac Memphremagog? Alors, notre prochaine destination... Je sais qu'il y en a sur les berges, mais bon. Ouais. Là, OK, on s'en va à Sherbrooke. Ouais, donc on reprend l'autoroute 10, direction Sherbrooke, sortie 143. Quand on débarque en ville, je conseille aux gens de se diriger vers le séminaire, le séminaire de la ville, le petit séminaire de Sherbrooke, où là, dans le musée, on a une pierre. En fait, il s'agit de 2 pierres sur lesquelles on retrouve des inscriptions. Hein. Il s'agit de lignes qui forment des lignes qui sont... Imagine-toi, par exemple, un gros muffin anglais qu'on a coupé en 2. Parce qu'en fait, il s'agit d'une pierre. Les pierres sont assez grosses. Hein. Elles font, je dirais, 1 mètre de haut par 45 cm de large. C'est une pierre qui a été coupée dans le sens de la longueur. Et sur la face intérieure, je dirais, il y a ces fameux symboles, des petites lignes qui sont courbées, qui forment des X et autres. Ces pierres-là ont longtemps été exhibées comme étant des pierres phéniciennes. Mais maintenant, les experts... Des pierres phéniciennes, donc, qui viendraient de l'ancienne Perse, la région du Moyen-Orient. À Sherbrooke. Ouais, à Sherbrooke. C'est là qui est assez intéressant parce que on sait maintenant que cette écriture-là qu'on retrouve sur ces pierres n'est pas de l'écriture phénicienne. Des experts croient qu'il pourrait s'agir de l'ogam, une écriture primitive utilisée par les Celtes entre l'an 500 et l'an 1000. Ah, Et voilà, là, la grande question est la suivante. Que peut bien faire des pierres? Parce que ces pierres-là, faut le dire, elles ont été trouvées en 1910 lors de travaux de construction à l'église de Bromptonville. Et c'est en faisant des travaux de terrassement qu'on a trouvé ces 2 pierres-là, qui, comme je l'ai mentionné, ressemblent un peu à des tablettes. Et elles ont été gardées pendant quelque temps avant d'être envoyées au musée du séminaire de Sherbrooke. S'il s'agit de l'ogam, ça voudrait donc dire que des communautés celtes seraient descendus jusque dans la région de Sherbrooke et auraient laissé des vestiges derrière eux. Si les historiens acceptent
que des civilisations, en fait que des groupes nordiques aient atteint Terre-Neuve, notamment des Vikings, en Lance aux Meadows. De là à croire que des Celtes ont pu descendre le Saint-Laurent jusque la région de Sherbrooke, tout ça, ça semble assez invraisemblable. Et pourtant, ces pierres sont bel et bien là pour témoigner de quelque chose de mystérieux. Ça, c'est à Sherbrooke. Oui. On va prendre la pause, Christian, pour tourner de bord. Et on va prendre l'autoroute 40. Non, attends. Passer à travers les bouchons. Bien sûr. Puis après, se rendre sur la 40, après la pause. Avec Christian Page, là, on fait cette balade de l'insolite. Oui. On était dans l'Estrie. On s'en va où? On s'en va sur la rive nord. Alors, on retraverse Montréal, notre triangle des Bermudes. Ils ont réussi à sortir... 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, si on n'est pas dévoré par les punaises de lit. On emprunte l'autoroute 40, direction Ottawa. Et dès la sortie de Montréal, en fait, sortie avenue Saint-Charles, là, on est à Vaudreuil-Dorion. Il y a au 85 chemin de la commune la maison Treschler. Donc, cette maison, elle est célèbre. Elle a même fait la couverture dans les années 70 ou 80 d'un bottin téléphonique. La maison Treschler a été construite en 1789 par Joseph Treschler. C'est un homme d'affaires riche. Et puis, on dit que l'endroit serait hanté par l'une des filles de Treschler, Catherine, qui est morte déshéritée parce qu'elle avait marié un roturier et visiblement contre le choix de son père. Donc, depuis, le fantôme hante la grande maison Treschler, qui est une maison, en fait, qui aujourd'hui appartient au gouvernement du Québec et qui est utilisée, par exemple, pour faire de la musique de chambre. Donc, c'est un lieu qui est offert par le gouvernement pour tenir des bals, des cérémonies et autres. Et on a vu, d'ailleurs, la maison Treschler dans une des fameuses émissions de la table tournante de Chantal Lacroix. Donc, Chantal, je pense que c'était la première ou la deuxième émission qu'elle a fait. Elle s'est retrouvée à la maison Treschler pour cette séance de table. Moi, je ne commenterai pas, mais... L'homme qui est capable de faire bouger une table avec les 2 mains au-dessus de sa tête. Oui, c'est ça. Il y en avait un autre aussi qui s'appelait Ron Jeremy. Bon, passe. On reprend l'autoroute 40, direction toujours Ottawa. Sortie 26, on se retrouve cette fois-là à Hudson. Et à Hudson, au 208 rue Main, à Hudson, on se trouve devant une maison de ferme, là aussi, qui a été convertie en auberge, le Willow Place Inn. C'est magnifique, un bel endroit, très bucolique sur les bords du lac des Deux-Montagnes. En fait, il s'agit d'une maison qui a été construite initialement en 1820 par un certain Georges Mallette, et puis elle a été achetée en 1824 par un certain François-Xavier Desjardins. Et pourquoi je donne ça? Parce que Desjardins, on arrive au cœur de notre histoire. Ce fameux Desjardins était membre d'une petite milice, les fameux patriotes là, qu'on connaît bien de 1837. Et donc, ces gens-là se réunissaient, utilisaient la maison de Desjardins pour se réunir et pour, en fait, comploter contre les Anglais. Et c'est lors d'une de ces réunions que l'une des servantes de ce Desjardins, dénommée Mary Kirkbride, aurait entendu ces Français qui ourdissaient un plan machiavélique contre les Anglais. Elle a donc livré les noms de ces comploteurs aux Britanniques, qui ont finalement fait une rafle dans la maison de Desjardins, mais Desjardins, ayant été prévenu à l'avance, a réussi à foutre le camp avant qu'on lui mette le grappin dessus. Les patriotes, éventuellement, ont retrouvé la Mary Kirkbride. Ils lui ont fait un procès sommaire dans la cave de la maison de Desjardins, et ils l'ont passé par les armes. Alors, tu t'imagines le reste de l'histoire? Depuis, les lieux seraient hantés par le fantôme de Mary Kirkbride. Donc, l'auberge a été... la maison de ferme a été éventuellement transformée en une auberge. J'ai parlé, moi, avec des employés qui eux-mêmes avaient été témoins de manifestations, bruit dans les escaliers. Le propriétaire lui-même m'a confié toutes sortes de manifestations bizarroïdes, me disant que c'était surtout, d'ailleurs, la chambre numéro 8 qui était le théâtre de ces manifestations. Ah oui. Chose curieuse, l'auberge, même si on la voit aujourd'hui, elle a exactement le cachet d'antan. La maison a été détruite par un incendie en 1989. On a reconstruit la maison à partir des plans originaux. Mais depuis, on nous dit que Mary Kirkbride est beaucoup plus discrète. Donc, on voit moins le fantôme. Encore là, un peu comme notre auberge du Jolivet en Estrie. À défaut d'y voir le fantôme, si vous allez vous y promener, vous aurez au moins la chance de goûter à la bonne table de l'endroit. Et il y a Rigaud aussi. Oui, si on reprend notre autoroute, sortie 12, là, on se trouve à Rigaud. Sur la flanc de colline, sur le mont Rigaud, on a un champ de roche. Champ de roche ou champ de pommes de terre? Parce que selon la légende, au 19e siècle, il y avait un lopin de terre à flanc de colline qui était en fait cultivé par un agriculteur local.
locale. Mais l'homme, il travaillait tellement à ses terres qu'à un moment donné, un bon matin, après l'office dominical, le curé a décidé de monter dans la montagne pour aller voir notre fameux agriculteur pour lui reprocher, en fait, d'avoir sauté plusieurs fois à l'homélie du dimanche. L'agriculteur s'est moqué un peu de lui en lui disant que c'était plus important pour lui de cultiver ses pommes de terre pour nourrir sa famille que de user les genoux de ses pantalons sur les bancs d'église. Et malheur à lui. Immédiatement après le départ du curé, nous dit-on, la foudre s'est abattue sur le champ. Notre agriculteur impie a été brûlé vif dans un tourbillon de feu et ses pommes de terre ont été transformées en roches. Pensant à pâte à frites. Tant si bien qu'aujourd'hui, quand on va à flanc de colline sur le Mont-Rigaud, on peut voir ce champ de roches. Ce sont des pierres qui ressemblent effectivement à des pommes de terre. Il y a une autre explication. Est-ce qu'on peut être sceptique un petit peu face à celle-là? On peut être sceptique. Il y a une autre explication que nous proposent certains sceptiques en disant qu'il pourrait s'agir d'un dépôt de pierres amené par des glaciers il y a 10 000 ans. Oh, arrêtez-moi, capitaine Bonhomme. Oui, c'est ça. Soyons cohérents. Oui, bien sûr. On reprend notre autoroute 40 et puis qui va se transformer en traversant les lignes de l'Ontario, ça va se transformer en la 417. On arrive à Ottawa. Alors cette fois-là, pour les amateurs de complot, je rappelle que c'est aux Archives nationales d'Ottawa qui sont en fait un jet de pierre, un jet de pommes de terre, de Rigaud. Donc un jet de pierre du Parlement, les Archives nationales, c'est là que sont entreposées toutes les archives OVNI colligées par le gouvernement canadien entre 1967 et 1995. Avant 67, c'était le ministère de la Défense qui colligeait les rapports sur les ovnis, donc c'est plus difficile d'obtenir ces documents-là. Et depuis 1995, avec des coupures dans les gouvernements, la Gendarmerie royale du Canada, qui avait pour mandat de colliger ces rapports-là, ne le fait plus maintenant. Ah oui. Donc, si vous alliez dans ce coin-là et que les ovnis vous intéressent, il suffit simplement de donner un coup de fil aux Archives nationales et vous aurez accès à toutes les boîtes contenant tous ces dossiers. Si on descend un petit peu plus au sud... Es-tu allé, toi? Oui, absolument. Et il y a combien de boîtes? Oh, je te dirais qu'il y a au moins une quarantaine de boîtes facilement. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune supervision, tant et si bien qu'il manque beaucoup de documents parce que au moment où tu es assis, tu consultes ces documents-là, tu as ton porte-document devant toi, tu peux prendre une photo, la glisser dans le porte-document, merci, bonsoir, et bien il y a plein de documents comme ça qui ont disparu. Alors, je reproche à tous les gens d'avoir osé faire ça. Ouais, et pas toi. Moi, jamais tu me connais, Benoît. Oui, Ici, on descend un petit peu plus au sud d'Ottawa, on se retrouve à Shirley's Bay, qui se trouve sur les bords de la rivière des Outaouais. Et je tiens à rappeler qu'à Shirley's Bay, aujourd'hui, c'est un campus des Forces armées canadiennes qui est là. C'est au 3701 Carling Avenue. Mais en 1954, on avait des installations beaucoup plus sommaires. Et à cette époque-là, le gouvernement canadien tenait un projet d'enquête sur les ovnis qui s'appelait le projet Magnet. On croyait que les ovnis et les mouvements par énergie électromagnétique étaient associés entre eux. Et crois-le ou non, avec les deniers des contribuables, on a fait installer à Shirley's Bay une base de détection de soucoupes volantes. Alors, et le 8 août 1954, la base, parce qu'on croyait que les perturbations électromagnétiques, de fortes perturbations électromagnétiques, pouvaient être synonymes de la présence d'un ovni. Et le 8 août 1954, cette installation, qui était dirigée par un type qui s'appelait Wilbur B. Smith, a enregistré une forte hausse des champs électromagnétiques. Monsieur Smith est sorti de l'édifice, mais n'a pas vu d'ovni. Bon, probablement à cause des nuages. Mais si on va sur place, donc, on peut voir encore certaines antennes qui avaient été utilisées dans le cadre du projet Magnet de 1954 et qui ont servi à ça. Mais aujourd'hui, c'est un campus des Forces armées. Et puis pour finir, parce que le temps file très très rapidement, on traverse la rivière des Outaouais et on se retrouve cette fois-là du côté québécois et on a le parc de la Gatineau qui se trouve là et c'est dans le parc de la Gatineau que se trouve le domaine de William Lyon Mackenzie King, l'ancien premier ministre canadien. Mackenzie King avait un côté sombre, c'était un homme assez taciturne, il s'est jamais marié, avait pas d'enfants, sa famille est morte très rapidement, frères, sœurs sont décédés très rapidement et Mackenzie King avait une sorte de fascination pour sa mère. Pas un culte, mais il avait une admiration pour sa mère. Et il a acheté dans le parc de la Gatineau, il a acheté un domaine pour y installer sa mère, qui malheureusement est décédée assez rapidement. Et puis, c'est devenu un peu la maison d'été de Mackenzie King.
qu'on a appris après le décès de Mackenzie King, c'est que toute sa vie durant, Mackenzie King avait été fasciné par le spiritisme. Il utilisait la maison Laurier à Ottawa pour faire des séances spirites et également sa maison d'été dans le parc de la Gatineau pour y faire du spiritisme. Mackenzie King était également convaincu que des vieilles pierres étaient comme chargées d'énergie, un peu comme des piles, et que cette énergie-là, par de bons médiums, on pouvait y décoder de l'information. Il a donc fait installer sur le site de son domaine, dans le parc de la Gatineau, un ensemble de ruines où il se plaisait à se promener pour se baigner dans ces énergies éthériques. On raconte même que Mackenzie King y aurait tenu des séances spirites. Mackenzie King, faut-il le rappeler, est mort en 1950. Et moi, je te fais une confidence, qui est allé à quelques reprises sur les lieux. Bon, j'ai pas senti les énergies. On dit que l'endroit serait hanté par le fantôme de Mackenzie King. Et même si j'ai promis de ne jamais le dire, les employés qui y travaillent auraient eux aussi vu le fantôme de Mackenzie King. Ben ça, je te dis ça de toi à moi, là. Donc, brûle pas dans les escaliers, parce que la chambre de Mackenzie King, où il est décédé, se trouve à Moorside, ce fameux chalet d'été que Mackenzie King avait dans le domaine de Kingston. On n'a pas de preuves, des témoignages. Oui, je comprends. Mais c'est quand même intéressant. Donc, c'est dommage que les vidéos, les flips, les caméras, ça n'existe pas. Mais c'est dommage, hein. Même les téléphones intelligents. Oui, mais tu sais, les fantômes, Benoît, c'est zip-zip, hein, ça apparaît, ça disparaît rapidement. Le temps que tu sortes ton cellulaire, le temps que tu sortes ton cellulaire, bang, il est passé. Et c'est vrai que dans le domaine des hantises, c'est souvent un phénomène subjectif, hein. C'est une impression. Je sens qu'il y a un courant d'air froid, je sens une présence. Donc, ça rend mal à l'aise. Mais bon, est-ce qu'on voit réellement le fantôme? Ça, c'est plus rare, l'apparition. Je sens que c'est la fin. Merci, Christian Page. Ça m'a fait merci plaisir, de cette chronique et elle est diffusée sur la page de l'émission. Merci à Claudie, à François et à Larry. On se reparle demain dès midi. Au revoir.